1er octobre, on entame le dernier trimestre 2020 avec l'épisode 273 ou 273, c'est comme vous préférez. Notre revue de presse hebdomadaire sera originale et variée. Vous savez comment décrocher la Lune, la NASA vous offre 5 millions de dollars. On dirait c'est beaucoup d'argent, mais pas assez pour se payer des toilettes orbitales. Plus terre à terre, les législateurs européens semblent manquer de patience quant au fonctionnement des entreprises technologiques américaines. Bien après tout le monde, la Belgique lance enfin son application Corona Alert, ça mérite un peu d'analyse. Le premier PC pliable au monde est un Lenovo, on en parle, et de ça et de bien d'autres choses dans cet épisode, et peut-être avec un meilleur flux de parole, on va dire. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode, n'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça vous arrive aussi de temps en temps d'avoir comme ça ajouté un coup. Les mots ne veulent pas sortir et c'est très 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 gênant. Il faut bien le reconnaître. Épisode 273, vous entendez Ismar évidemment derrière, les deux autres zigomards évidemment. Et vous avez déjà reconnu la voix, le rire de Thierry Weber évidemment, en direct de Suisse. Bonjour Thierry. Eh oui. Bonjour Marc. Je suis épuisé, je n'en peux plus. De l'autre côté, nous avons la France, représentée par un Belge, Sébastien, comme tout de même. Salut Sébastien. Un Belge à bord, incidentalement installé en France. Bonjour tout le monde. Donc voilà, et puis on va remercier ceux qui nous ont laissé des commentaires la semaine dernière, tout au long de la semaine d'ailleurs sur l'épisode précédent, en dessous de l'épisode précédent sur YouTube ou ailleurs sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Check Your Six, Eric Andelin, Fudzi, Christophe Z, Soda47, Vianney Madeline, Jean-Michel Rému, Eric Bourdin, Arlok Saga, Pierre Laure, Ingris Boy, Jean-Michel Rému, Bricolo et Mulot, Christophe Fauveau, Jean-Pierre Fabulas, Aurélien Declercq, Luc Loyau, Willage, j'ai bien dit Willage, ou pour dire village, mais c'est un W, donc c'est Willage comme wagon, Tuxcaster, Diana, JVG et Michael Knight, sans doute lui ou K2000. Voilà, petite référence au passage. Voilà, j'y suis arrivé. Après, c'est eux qui parlent, donc moi je suis plutôt tranquille. Voilà, donc on va laisser faire les choses tranquillement. C'est un gros épisode parce qu'il y a pas mal de news cette semaine. Il y a un peu de tout en même temps. C'est très varié, comme vous allez pouvoir vous en apercevoir. Et on commence tout de suite, sauf si l'un ou l'autre a un truc à rajouter. Non. Oui. Très bien. Oui. Ah, d'accord, oui. Thierry. En plus de pas oublier de vous abonner, on va dire à Marc de pas oublier de respirer. Ça va bien se passer. Oui, je suis en apnée. Je ne sais pas pourquoi je suis en apnée. Respirons. Et on commence avec la lettre A comme alerte. La Belgique lance son application Corona Alert, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Cette semaine, c'est depuis hier ou avant-hier, je l'ai installée personnellement moi sur mon petit smartphone, parce que par curiosité et puis aussi par sens civique quelque part, parce que si ça peut aider à endiguer la propagation du virus, autant se servir des outils qui nous sont donnés. Sébastien, petite analyse peut-être, on avait déjà parlé du protocole initié par Apple et Google il y a déjà quelques mois de cela, et donc un peu tardivement, il est vrai, c'est presque fini. La Belgique s'y met. Dis-nous tout. Je croyais que c'est la lettre A comme apnée d'ailleurs. Oui. Oui, donc la Belgique lance enfin son application Corona Alert, tu l'as dit. Contrairement à d'autres pays, elle a fait le choix d'utiliser l'API qui est fournie par Apple et Google, dont on a parlé très en détail dans un autre épisode. Je crois que c'était pendant les vacances ou juste avant les vacances. Oui, c'était avant les vacances, le temps passe vite. Un protocole que j'ai envie de rappeler aujourd'hui parce qu'il y a plein de fake news qui circulent aussi sur ces applications. Le gouvernement vous trace, la nouvelle version d'iOS et d'Android a injecté cette application sans votre consentement, c'est évidemment pas vrai. Donc je voulais remettre un peu les pendules à l'heure et expliquer les choses telles qu'elles sont. J'ai rien à gagner, je travaille pas pour le gouvernement, mais je pense que ce protocole est sécurisé et que tout ce qui se dit autour est relativement infondé, en tout cas sur le plan informatique. Après, il peut y avoir des considérations plus philosophiques aussi sur le traçage, mais je m'en tiendrai aux faits techniques.
La première chose, c'est que quand un gouvernement utilise cette API, il n'y a que les institutions gouvernementales qui peuvent utiliser cette API, donc il n'y a pas d'autres fournisseurs d'applications qui peuvent l'utiliser. Ils travaillent avec Google et avec Apple. Et dans une interview publiée dans l'Echo cette semaine, le professeur dont j'ai oublié le nom, Monsieur Leguet, je crois. Oui, Axel Leguet, oui. Axel Leguet, merci, qui travaille à l'UCL et qui est impliqué dans ce projet, disait qu'il travaillait en étroite collaboration avec Apple et Google, et les plus grands empêcheurs de tourner en rond, pour ne pas utiliser un autre mot qui commence par « en » également, étaient Apple et Google, justement. Ils demandaient beaucoup de garanties auprès des développeurs de l'application pour s'assurer que les données étaient utilisées correctement, qu'il n'y avait pas de leak. Donc Google et Apple font eux-mêmes un effort pour s'assurer que les implémentations au-dessus de leur API soient correctes. Alors cette API, elle est implémentée dans le device. La France, l'Angleterre, par exemple, n'ont pas choisi d'utiliser cette API. Moi, je suis un grand partisan, je sais pas ce que Thierry en pense, en informatique en tout cas, de pas réinventer la roue, de réutiliser des composants connus. Et donc, s'il y a deux grands fournisseurs comme Apple et Google qui se mettent ensemble, des frères ennemis en plus, pour faire une API, autant se baser là-dessus plutôt que d'essayer de développer quelque chose de son côté. D'autant plus que, d'après ce que j'ai lu en installant, parce qu'il y a un texte un peu long par contre à lire au moment de l'installation, enfin de la mise en route de l'application, c'est qu'en plus elle est compatible avec d'autres applications à l'étranger. C'est-à-dire que le traçage va fonctionner aussi si on part quelque part, je ne sais pas dans quel autre pays utilise le même protocole, mais en tout cas quand on va dans un de ces pays-là ou qu'on croise quelqu'un qui utilise l'application qui est compatible, ça marche aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Une bonne nouvelle. Donc comment ça marche? Je rappelle, votre téléphone génère plusieurs fois par jour un identifiant, donc une suite de chiffres et de lettres, 1, 2, 3, A, B, C, qui change plusieurs fois par jour pour vous représenter. Et quand il détecte un autre téléphone où le traçage Covid est installé également à proximité, et cet échange se fait par Bluetooth, donc il faut que votre Bluetooth soit allumé, ils s'échangent les deux téléphones leurs clés. Donc si Alice et Bob se rencontrent et qu'ils ont tous les deux l'application sur leur téléphone, le téléphone de Bob va voir que Alice, qui est peut-être à ce moment-là 1, 2, 3 ABC, est à proximité de lui, et le téléphone d'Alice va voir que Bob est à proximité, mais elle va pas voir que c'est Bob, elle va voir un autre identifiant, 6, 7, 8, CDE par exemple. À intervalles réguliers, le téléphone d'Alice et de Bob télécharge d'une base de données centralisée l'ensemble des codes identifiant des gens qui ont été déclarés comme malades. Donc si un jour plus tard, Bob se sent malade, il est diagnostiqué positif. S'il est d'accord, il faut que je sois d'accord, je dis à mon application, je suis malade, et dans ce cas-là, mon application va uploader, va envoyer tous les codes qui m'ont représenté dans le passé sur mon téléphone sur cette base de données. Donc la base de données aura la liste des codes de Bob, en sachant que ces codes-là ont été malades. Et donc si le téléphone d'Alice télécharge un moment le code de Bob, le téléphone d'Alice va se souvenir qu'il a été à proximité de ce code-là à un moment, et Alice sait qu'elle a été en contact avec quelqu'un, elle ne sait pas qui, elle ne sait pas quand, elle sait que c'est dans les derniers 14 jours. Les données sur la base de données restent 14 jours, puisqu'on estime qu'après 14 jours, si on n'est pas malade, il y a peu de risques qu'on le soit. On parle même de 7 jours maintenant, hein, donc 14 jours, c'est basé plutôt sur les données qu'on avait au début de l'épidémie, au premier trimestre. Et donc c'est tout à fait anonyme, ça ne vous trace pas, ça ne dit pas où vous êtes, ça ne dit pas avec qui vous avez parlé. Et si jamais vous n'avez pas installé cette application et que dans les réglages de votre téléphone, qu'ils soient Android ou iOS, vous découvrez une option dans les réglages qui dit j'autorise le partage de ces données, c'est juste l'activation de cette API. En soi, ça ne suffit pas pour que le téléphone commence à tracer votre activité avec les autres téléphones. Il faut qu'en plus vous téléchargiez une application gouvernementale comme l'application Corona Alert en Belgique ou les autres applications qui utilisent cette API-là. Donc toutes les fake news que vous voyez sur Google en disant attention, vous voyez le dernier update de iOS a envoyé, le gouvernement a placé l'application de force, c'est pas vrai. C'est juste Google et iOS, Google, Android et iOS qui ont inclus cette API comme ils avaient dit qu'ils allaient le faire, et vous avez la possibilité de l'activer ou de la désactiver à cet endroit-là. Voilà, c'était juste la répétition de principes simples pour expliquer que cette app ne vous trace pas au sens géolocalisation et au sens vous en tant que personne. C'est juste un ID qui est échangé avec les serveurs. J'ai encore lu deux chiffres. En France, c'est un flop complet. Je ne sais plus combien, 2 millions d'installations, 200 alertes remontées. Enfin,
pas relevant, pas représentatif de l'ensemble de la population. Et bizarrement, en Angleterre, ça marche bien. Donc l'Angleterre n'utilise pas non plus l'API de Google et d'Apple, mais 18 millions de downloads en quelques jours, numéro 1 des ventes, des downloads des App Store respectifs sur les plateformes. Et ils ont ajouté aussi, les Anglais, la possibilité de scanner un QR code. Vous savez qu'en Belgique, on doit rentrer son nom et son adresse quand on rentre dans un restaurant sur un registre papier. En Angleterre, c'est un QR code qu'on peut scanner avec l'application, c'est inclus à l'application, comme ça le restaurant sait qui a été dans le restaurant pendant une période de temps. Je trouvais ça assez sympa. Il y a un aspect un peu gamification, ils expliquaient dans un article, comme on peut tracer soi-même pour son usage à soi, on peut se souvenir de tous les endroits où on a été et tracer le QR code. Certains experts pensent qu'il y a un aspect jeu, un peu comme on peut aller chasser des Pokémon pour dire j'ai fait le tour de tous les bars et de tous les restaurants du quartier. C'est tout suivi. Non, mais il suffit de peu de choses pour un succès d'application. Un aspect gamification, par exemple, peut rendre une application plus attractive. Voilà mon petit rappel du traçage par application. Ça n'empêche, tu l'as très bien dit, ça n'empêche, des voix se sont élevées, et évidemment, des gens se plaignent que, effectivement, apparemment, au niveau législatif, au niveau des textes, tout ne serait pas totalement bétonné, et donc il y a quelques personnes qui demandent à ce que ces textes soient bétonnés. L'aspect législatif, au-delà de l'aspect technologique, c'est vrai que si on pousse à l'extrême, qu'on vole ton smartphone, qu'on arrive à décrypter les clés, machin, etc., ta liberté, enfin tes identités risquent d'être reprises, etc. Si on te pique ton smartphone et qu'on arrive à aller chercher des informations dedans, tu peux t'inquiéter d'autres choses bien plus importantes et de failles de sécurité bien plus importantes que celles proposées ici par les différentes personnes. Voilà, mais évidemment tout s'oppose à un moment donné d'un côté ou de l'autre. C'était assez amusant de se dire que la personne qui en parlait à la télévision, avant la fin de son intervention, on savait où elle avait été en vacances et avec qui. en faisant simplement une petite recherche. Mais bon, ceci étant dit, chacun est libre de disposer de ces informations et d'en faire ce qu'on veut et de les diffuser sur Facebook si on a envie, et parallèlement, même si ça paraît contradictoire, de faire attention à ne pas être tracé par une application qu'on installerait sur son smartphone. Ce sont deux choses qui sont comparables, mais justement pas là, dans ce cadre-ci, en l'occurrence. Et ça n'a rien à voir avec le traçage Covid en plus. Enfin, ce sont des infos qu'on donne spontanément, nous, utilisateurs de Facebook ou d'Instagram, en partageant des données avec ces réseaux sociaux. Thierry, ensuite, ça se passe comment? Est-ce que l'application est déjà lancée ou pas? Est-ce qu'elle utilise l'API de Google et d'Apple ou autre chose? Alors, à la sortie de cette application, c'était assez amusant, mais un peu triste pour notre pays, parce que des éminents chercheurs à l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, ont bien décortiqué le sujet, ont pris très au sérieux tout ça, et genre le bureau d'à côté, oui, mais non. Ce que vous êtes en train de faire est faux, c'est pas fiable, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc la même maison, cette belle enseigne qu'est l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, arrivait à tout et son contraire. Je ne sais pas s'ils se sont vraiment après fixés sur l'API de Apple, mais effectivement, dès les débuts, on en parlait. Effectivement, on raconte que l'EPFL aurait même aidé Apple à les rendre sensibles sur certains usages, sur certaines pratiques qu'ils pourraient mettre en place. Ça, c'était avant, effectivement, que Apple et Google se concertent et que chacun y va de cette mise en place. Là, on a iOS 14, ça fait maintenant partie intégrante. J'ai vu sur Android aussi des alertes, puisque j'ai les deux systèmes. Et là, les propos que je tiens par rapport que je relate par rapport à l'EPFL, ça aurait été en amont. Donc, on a une petite fierté en Suisse en disant oui, nous on a aidé Apple pour ses choix futurs. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a fait avancer le schmilblick? Je ne sais pas. Mais je crois que c'était ici dans les technos, je me suis amusé à rappeler que à Genève, le canton et la ville, puisque c'est à la fois un État et une ville, est entouré de frontaliers français. Et j'ai des amis français qui viennent travailler en Suisse et qui ont 2 applications parce qu'elles causent pas entre elles. Alors, est-ce que ça a changé? Je ne sais pas. Mais la question de ta news, là maintenant, c'est plutôt de me dire, mais pourquoi la Belgique la sort seulement maintenant si justement elle est basée sur une API?
Voilà, ça c'est la seule. Oh, parce qu'en Belgique, il y a la Wallonie et la Flandre qui doivent se mettre d'accord. Oui, mais bon, ouais, alors c'est un peu pareil chez nous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, et puis après on va passer au chapitre suivant, parce que sinon on va y passer la soirée, mais c'est qu'on a commencé par un système de tracing réalisé par le biais d'un call center. C'est-à-dire que si tu as contracté le virus, tu es supposé appeler un numéro pour dire j'ai chopé le virus et je pense avoir croisé telle et telle personne. C'est un mode de traçage à l'ancienne, entre guillemets, mais qui semble fonctionner, paraît-il. Moi, j'en sais rien. C'est très particulier. Raison pour laquelle les établissements tels que les bars, les cafés, etc., et les restaurants prennent note, demandent en tout cas d'avoir un point de contact pour éventuellement, si on leur ramène une information en disant attention, quelqu'un qui est passé chez vous le 1er octobre est venu déjeuner dans votre restaurant à midi le 1er octobre, qui puisse retrouver les numéros de téléphone des gens qui étaient dans le restaurant le même jour et ainsi assurer le traçage. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça ne l'est pas? Difficile de le dire. En attendant, les chiffres montent. Deux petites choses. J'ai un tout petit peu cherché. L'Allemagne et la Suisse utilisent l'API de Google et d'Apple également, ainsi que certaines provinces. Bon, alors c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Donc c'est grâce aux Suisses, effectivement. Oui, ben voilà, c'est fait. Et puis nous, comme on passe derrière, on essuie les plâtres derrière. On fait ça après. Et si c'est bien, on vous dira. Voilà. Il paraît qu'il faut quand même. Enfin, j'ai entendu de tout, mais il me semblait qu'il fallait qu'il y ait au moins 60% d'une population. Alors après, il faut voir quelle population, ça le truc. Pour que ça fonctionne, pour que ce soit efficace. Mais j'ai aussi entendu 25% par ailleurs. Donc c'est un peu, voilà, on ne sait pas très bien. Alors une population, c'est quoi? C'est une ville, c'est le pays, c'est un peu particulier aussi. On va voir si les gens vont docilement l'installer, l'application. Il y a l'histoire de la fracture numérique également. Hein. Tout le monde n'a pas de smartphone, il faut être très clair. Ou tout le monde ne maîtrise pas son appareil comme nous, geeks que nous sommes, ou vous, chez vous, que vous êtes. Voilà, il faut le dire ça aussi. C'est pas, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans ce cas-là. On passe à la suite. Parce que bon, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a le code source aussi. Oui. et de temps en temps, quand on pioche un petit peu dans le code source, Thierry, on trouve des trucs un petit peu particuliers. Le code source d'XP, de Windows XP, a été exposé cette semaine. Hein, donc voilà, c'est pas vraiment l'OS à utiliser maintenant. Il faut être très clair là-dessus. Mais on a trouvé des trucs intéressants dedans, quand même. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et là, je vais remettre de l'huile sur le feu des Mac users et autres PCistes, puisqu'effectivement, pour faire super court, cette news pourrait se dire, eh bien oui, Windows a copié Mac, puisque en allant farfouiller dans ce code, on trouve de méchantes ressemblances à ce qui allait être le fameux système d'exploitation sous la lettre X comme 10, mais c'était surtout l'occasion pour Steve Jobs de récupérer tout le travail qu'il avait fait avec la Next, cette workstation hors de prix, très belle au demeurant, noire en forme de cube, mais qui, pour la petite histoire, a permis d'héberger la toute première page Internet ici au CERN. Ça tournait sur une station Next, voilà, au CERN. Et puis ce système d'exploitation à l'époque, Steve Jobs le voulait beau, même si effectivement il y avait la contrainte de Unix System 5, je crois, à la base, qui a servi à donner vie à cet OS. Et puis lui, il a aussi copié. Hein. Il faut aussi rendre ce qui est à César, C'est-à-dire que quand il est allé visiter Xerox, il a vu les menus déroulants, la souris, les boutons, les cases à cocher, et ça a fait tilt dans sa tête, et ça allait devenir macOS 9, si tant est qu'il s'appelait déjà comme ça. Et la suite, voilà, c'est qu'une suite logique, hein, puisque dans ce code source de Windows XP, on a trouvé des fenêtres, des boutons, des éléments graphiques assez proches des premières versions de macOS 10, avec ces boutons arrondis, ce petit bleuté dégradé. On est vraiment dans du très très proche copier-coller. Alors, qui a copié qui? Bon, là, la news raconte que c'est effectivement nos copains de Seattle qui se sont amusés à copier le système de Steve Jobs.
Puis on n'est pas passé loin, puisqu'effectivement, si on a trouvé tout ça dans le code source, c'est que peut-être c'était prévu de l'utiliser. Alors pourquoi ça réside toujours? Pourquoi ça n'a pas été utilisé? Ça, je sais pas. Je suis pas allé chercher plus loin. J'avais juste envie de remettre le couvert sur la guerre entre les PCistes et les Mac-users. Voilà, c'est fait. Voilà. Allez-y, lâchez-vous. Vous avez le droit maintenant de vous taper dessus. Vous avez des bonnes raisons. On va recevoir des commentaires toute la semaine. Ding, ding. Oui, c'est fait pour ça. D'ailleurs, le commentaire... Voilà, le commentaire, ça sera Mac is better than Windows. Ou le contraire, ça dépend voilà. Non, non, c'est bien. Non, c'est Mac. C'est bien pour les commentaires. Non, je trouve ça parce que l'idée c'est ça. Si vous êtes arrivé à la, on est au tien, j'ai perdu mon compteur. Je sais même pas où on est. À la 20e minute, 20 minutes et 20 secondes. On est au deuxième sujet. Je vous explique pas. On va passer la nuit sur celui-là. Dites-nous si vous êtes plutôt pro Apple ou pro Windows. C'est un chouette débat, très intéressant. Voilà. On va faire avancer le schmilblick avec celui-là. On va trancher définitivement. Non, si vous voulez, faites-moi plaisir. Dites dans les commentaires Mac est meilleur que Windows. Voilà, comme ça, on va bien mettre de l'huile sur le feu. Non, mais tout ça. Sébastien, pour contrebalancer peut-être. Ouais, écrivez Linux en commentaire. Par exemple. Non, ce qui m'interpelle dans cette news-là, moi, c'est que le code d'XP est fouillé et qu'il soit disponible sur la toile. Oui. Alors, il y a des tas d'articles qui disaient attention, on va trouver des failles de sécurité qu'on n'avait pas trouvées jusqu'à présent. Je pense pas, parce qu'en général, les failles de sécurité ne se trouvent pas par l'analyse du code source, et la sécurité par l'obscurité en cachant le code source n'a pas prouvé son efficacité jusqu'à présent. Mais si jamais il y en a, c'est vrai que Windows XP n'est plus supporté par Microsoft, donc il n'y aura pas de utiliser Microsoft. Windows XP, s'il vous plaît, migrez vers autre chose si vous avez vers un Mac par exemple. Ceci étant dit, très sérieusement, il y a des machines qui fonctionnent encore aujourd'hui sous XP pour certaines tâches, par exemple, qui sont complètement en dehors de tout réseau, qui sont vraiment des machines isolées. On m'avait parlé de systèmes de pesée ou des choses comme ça, par exemple. Voilà, il n'y a pas de danger, je veux dire, il n'y a pas péril dans la demeure. Si on connecte jamais une clé USB, jamais un disque dur, qu'elle n'est pas sur le réseau, peut-être. Il y a des systèmes comme les écrans d'information, il y avait peut-être certains usages dans certains aéroports. On m'avait soufflé aussi le fait que certains bancomates, je ne sais pas si vous utilisez ce terme-là aussi en Belgique, distributeurs de billets, auraient fonctionné aussi sur cet OS. Ouais. C'est pas mal, intéressant à savoir. Ça, donc il y a moyen de les pimper en Mac, en fait, c'est ça. Voilà. Alors, si vous êtes toujours là après plus de 22 minutes d'émission, allez faire un petit tour sur YouTube, parce que je me suis mis à dos une banque, parce qu'à l'époque, il y a quelques années en arrière, j'ai filmé un de ces bancomates qui est parti en vrille, qui avait effectivement tout l'admin visible sur l'écran. D'accord. Ça s'est très très mal passé auprès de cette banque. J'en perds les mots. C'est pas difficile à trouver. Vous tapez banque, bancomat, et puis vous verrez. C'est assez marrant parce que cette vidéo a cartonné. Pourtant, elle est filmée avec les moyens de l'époque. Je crois que c'était pas encore un iPhone. Donc c'est pour dire comme c'est vieux. Voilà. On ira voir, effectivement. Bon, allez, on passe à la suite. La lettre D comme data center. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je n'avais pas vu le titre. Quand on fait appel à la physique pour refroidir les centres de données, ça c'est une news qu'on avait vu passer. Je pense qu'on l'avait même peut-être déjà un peu évoqué dans un épisode précédent. C'est un data center sans clim. C'est ça l'idée, hein. C'est ça, oui. Donc, il y a 2 semaines, on parlait des data centers qu'on mettait sous la mer. C'était Microsoft qui utilisait l'eau de la mer pour les refroidir, enfin, pour les mettre dans un environnement à température relativement stable. Je vais la faire brève pour pas dépasser 1h30 sur l'épisode, mais ce sont des data centers d'une société qui s'appelle Scaleway en France, dans ce métier de faire des data centers, qui a expérimenté une nouvelle technique qui s'appelle une technique adiabatique, et j'ai appris un nouveau mot à l'occasion, qui consiste à refroidir le data center par air. Ça, vous allez me dire, ok, c'est pas nouveau, donc on prend l'air de l'extérieur et on l'amène à l'intérieur pour refroidir. Et puis, il y a le problème quand l'air d'or est trop chaud, donc quand on dépasse les 25, les 30 degrés d'or, comment est-ce qu'on fait?
Et ici, on utilise un phénomène naturel d'évaporation d'eau. Vous savez, quand l'eau s'évapore, il y a un échange de température et on perd en calories. Vous sentez ça quand vous avez de l'eau, quand vous sortez de votre bain ou de votre douche, ça fait froid sur vous, c'est parce que l'eau s'évapore et en s'évaporant, elle consomme de l'énergie, elle prend des calories de votre corps et donc vous avez un peu plus froid. Et donc ici, avec quelques grammes d'eau qui s'évaporent, ils arrivent à refroidir de l'air, suffisamment d'air que pour réinjecter dans le data center et refroidir le data center. J'ai mis dans le lien également un très bon article en anglais qui explique ce que c'est que le principe de refroidissement adiabatique pour les data centers. L'avantage, c'est qu'il faut que très très peu d'eau. Dans un des deux articles, ils disent quelques grammes. J'ai vraiment du mal à le croire que c'est quelques grammes pour des grosses salles informatiques. Mais enfin, toujours est-il beaucoup moins d'eau qu'un refroidissement à eau traditionnel. Beaucoup moins d'électricité aussi pour alimenter les systèmes de refroidissement. Et donc, on fait des data centers qui sont moins énergivores, qui consomment moins d'électricité. Et ici, dans le cas de Skyway, ils ont passé le test de la canicule en été et ils ont prouvé qu'on pouvait avoir des data centers à ces latitudes-ci en été refroidis par ce système adiabatique que plusieurs équipes de chercheurs essayent de mettre au point. Donc voilà, quand on parle d'énergie verte et de data center verte et de notre empreinte carbone en tant que digital user ou digital native, sachez qu'il y a des tas de chercheurs qui essayent de réduire cette empreinte en utilisant des bons vieux principes de physique et de thermodynamique classique. Tout va dans ce sens-là de plus en plus, hein, les économies d'énergie, donc une énergie, donc aussi argent, il faut bien le reconnaître. J'entendais une conférence hier, alors je ne pourrais pas vous donner les références parce que je suis tombé là-dessus totalement par hasard, par un lien sur Twitter ou sur un réseau social quelconque. Quoi qu'il, le débat c'était de savoir combien coûtait en kilowattheure la consommation de vidéos d'une heure par personne sur le réseau. C'était passionnant à écouter, ils n'arrivent pas à une solution, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un coup, parce que c'est tellement, ça part tellement dans tous les sens. Je pense qu'il y avait un facteur 240 entre le plus petit chiffre et le plus grand. Voilà. Et donc, suivant les méthodes de calcul, en macro ou en micro, machin, etc. Enfin, c'était vraiment très, très intéressant, mais il y avait quand même là-dedans des données aussi qui vont un peu dans le sens que tu viens de nous expliquer, que le stockage coûte moins cher que le déplacement de données, que de déplacer des données, et que donc on multiplie de plus en plus de serveurs partout dans le monde. On pense à Netflix par exemple, qui a plus de 5000 points, 5000 zones où ils installent des CDN pour distribuer le signal, pour être au plus proche de l'utilisateur, parce que ce qui coûte cher en fait, c'est le transfert de données et moins le stockage qui, lui, de plus en plus, apparemment, on cherche de plus en plus à faire des économies sur le stockage, et donc ça va dans le bon sens, et également sur la partie pollution également de cette énergie, puisque dès qu'on dépense de l'énergie, forcément on pollue. Voilà, tout ça va dans ce bon sens-là. Voilà, adiabatique, notez ce mot. La lettre E comme Europe, Sébastien, on reste chez toi pour parler de la Commission européenne qui s'énerve un petit peu, qui perd un petit peu patience sur différents sujets. Tu vas nous expliquer ça. Brièvement également, la Commission européenne travaille sur un rafraîchissement des lois qui protègent la vie privée des utilisateurs et les citoyens par rapport aux multinationales numériques qui nous entourent. Ça s'appelle le Digital Service Act, donc c'est un projet de loi en cours d'élaboration. Il doit encore maturer côté de la Commission et puis il devrait être voté par le Parlement, donc on ne parle pas d'un truc qui va arriver demain, mais c'est bon de voir les idées qu'il y a là-dedans, et il y en a deux que j'ai découvert cette semaine. Le premier concerne les App Store, et on a beaucoup parlé des App Store récemment dans le duel Epic versus Apple, et je n'avais pas reparlé d'Epic et d'Apple cette semaine, mais j'ai quand même trouvé le moyen de le caser via le Digital Service Act, parce que une des choses sur laquelle la Commission planche, c'est d'interdire aux fournisseurs de systèmes, donc iOS et Android, de préinstaller des applications de manière à ouvrir la concurrence et que d'autres vendeurs puissent installer leurs applications. Donc, si ça passe, on pourrait voir en Europe des iPhones, des Android moins chargés avec des applications par défaut qui viennent du vendeur. Je me souviens un jour avoir eu un téléphone Samsung avec plein d'applications Samsung que j'ai jamais utilisées. Jusqu'à peu, sur iOS, on pouvait pas effacer les applications d'Apple. Maintenant, on peut le faire. Et donc, ce genre de changement, j'ai vu que Google allait aussi permettre d'effacer certaines applications par défaut.
si au moins ne pas les installer, pouvoir les effacer après. Et moi, ça m'a rappelé quelque chose du passé, ça m'a rappelé Netscape. Ceux qui ont des cheveux blancs ou plus de cheveux s'en souviennent peut-être. Netscape était une société qui fournissait un navigateur Internet et qui a été littéralement tué, je peux le dire, parce que ça a été jugé en tant que tel par Microsoft, qui préinstallait sur Windows Internet Explorer, et donc il n'y avait aucune raison pour un utilisateur normal de chercher autre chose et d'aller installer un autre navigateur. Pratique d'abus de position dominante qui était jugée comme telle à l'époque, et Microsoft a dû changer cette approche. Et donc là, on voit qu'on se dirige vers quelque chose de similaire pour Android et pour iOS, et je pense que c'est une bonne chose. Et dans la même veine, la Commission voudrait interdire l'interdiction, donc obliger, je vais pas faire une double négation, obliger les fournisseurs à vous laisser charger des applications en dehors de leur App Store. Je sais que c'est déjà possible sur Google. Google même cette semaine a annoncé qu'il travaillait sur des systèmes pour accueillir d'autres App Store sur leur plateforme. Apple n'est pas encore là, et c'est justement le problème du débat avec Epic pour le moment. Mais on voit que si ça vient pas si la solution ne vient pas d'une dispute ou d'une solution de justice américaine dans le débat Epic-Apple, il pourrait venir aussi, en tout cas pour nous Européens, de la Commission européenne, qui obligerait les vendeurs que sont Google et Apple à fournir un moyen pour qu'on puisse installer des applications sans nécessairement passer par eux. Donc à surveiller, le Digital Service Act, si vous en entendez parler, quelque chose qui changera peut-être le quotidien de nos apps et de nos smartphones dans les années qui viennent. Oui, et si ça pouvait aussi changer l'avenir des PC, parce que quand on achète un nouveau PC, on a toujours quelques applications tierces qui sont proposées en plus, tu vois, l'antivirus qui va bien et qui sera totalement indésinstallable parce que tellement c'est compliqué, etc. Tu vois, notre ami Thierry opine du chef parce qu'il vit la chose actuellement. C'est vrai que c'est optionnel, mais voilà, quand on l'installe rapidement, on fait pas toujours attention à ce genre de détails. Et je trouve que c'est une véritable engeance, ce genre de pratique, parce que c'est une pratique commerciale en fait. C'est-à-dire que vous achetez un produit dans lequel on a mis de la publicité invasive. Quelque part, je prends ça. Et alors, il y a eu des marques qui ont été vraiment très très loin. J'ai plus les noms en tête, mais je me rappelle de certains fournisseurs informatiques il y avait une liste d'applications préinstallées ou préinstallables qu'il fallait évidemment à un moment donné payer, parce que voilà, c'était pas gratuit ces machins-là. Et en espace disque, c'était chronophage à désinstaller, c'était vraiment insupportable. C'est une pratique qui existe encore, un peu moins certes, mais qui existe encore. Et je trouve ça vraiment pathétique et lamentable enfin voilà, parce que si vous avez besoin d'antivirus, je pense que tout le monde maintenant sait où aller en chercher un. On n'a pas besoin qu'on nous en foute un sous le nez systématiquement. C'est bon quoi. Voilà. C'était mon tout petit coup de gueule du jour, appuyé par Thierry. Oui, tout à fait. C'est l'occasion de remettre dans les commentaires Mac, c'est mieux que PC. Voilà. C'est dit. On va se faire des amis encore une fois. Je veux dire, on était la lettre I comme influenceur. On va se faire des amis encore une fois. Quand tu en fais trop dans tes vidéos de Van Leifer, si on a pris on prend cet exemple-là, Thierry, parce que c'est dans un domaine que tu suis toi particulièrement, que je suis aussi, je le reconnais. Ce sont les Van Leifer qui sont maintenant devenus des digital nomades et font énormément de vidéos. Alors certains pour montrer simplement ce qu'ils font, et d'autres qui en font un métier réellement, c'est leur profession, c'est de se déplacer et de faire des vidéos et voilà. Mais de temps en temps, petit revers de médaille, il y a un retour de manivelle et il va falloir se justifier à un moment donné. Ouais, c'est dommage parce que ça tombe sur un compatriote, enfin pas un Suisse, un Belge. Désolé les gars. Non, on va pas donner le nom de ce Van Leifer ou on va pas le faire. Cet influenceur. Parce qu'effectivement, ça serait déjà retomber dans le piège de faire de la publicité. Alors, c'est pas un coup de gueule, Du coup, si vous avez envie de vous lâcher dans les commentaires pour me traiter de tous les noms, parce que je tape sur du sucre sur le dos d'un Van Leifer belge, c'est que c'est juste que il y a deux pratiques, par exemple, par rapport à YouTube. Il y a ceux qui clairement utilisent une fonctionnalité qui vous est proposée sur YouTube, mais ça va, je pense, se dupliquer sur plusieurs autres plateformes. C'est que vous pouvez activer avec une petite case à cocher, oui, cette vidéo inclut une communication commerciale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que
vous défaisez d'une contrainte, d'une punition ou tout simplement d'un avertissement vis-à-vis d'une plateforme qui a des règles. Il faut accepter maintenant que quand on publie une vidéo sur YouTube, c'est gratuit, mais en échange, il y a des règles, des droits et des devoirs à suivre. Et puis cette petite case va vous dire, bon, ok, si tu as envie de parler d'un produit, si tu fais mention d'un produit ou d'une marque, on va pas te tenir rigueur parce que tu as averti ton audience que ça peut arriver. Alors attention, ça veut pas dire que vous êtes payé par cette marque, vous êtes payé par cet annonceur, par ce produit. C'est juste que vous serez à l'aise de citer telle ou telle marque en échange de quoi vous avez le droit comme ça de pas être embêté par YouTube. Et puis après, il y a ceux qui oublient d'activer ça. Alors, je dis oublier pour être gentil, et qui, en plus, dans leurs vidéos, font du méchant placement de produit, où là, au bout d'un moment, ça devient tellement gros, ça devient tellement téléphoné que ça en devient gênant. Et là, je fais référence à ce YouTuber. Je l'ai clairement nommé pour ceux et celles qui ont envie de savoir de qui je parle, parce que ce monsieur vous présente des produits, il les met bien en scène. Alors, il a l'avantage de faire de très belles vidéos, c'est clair et net que c'est de belles factures, il y a du beau rythme, la belle ambiance, un joli son, des effets comme ça de transition, qui font que, à la limite, ça pourrait passer comme une lettre à la poste. Mais là où ça devient encore plus gênant, c'est que ce monsieur est aussi à l'origine de sa propre marque. En l'occurrence, une série d'accessoires, de vêtements, et j'en passe, et des meilleurs. Et là, ça devient grotesque, ça devient vraiment pathétique parce que un plan de caméra par-ci, un gros logo par-là, là on est clairement dans quelque chose qui va au-delà du placement de produit, qui est vraiment quelque chose de téléphone. Et si je parle de tout ça, c'est que oui, tu l'as dit Marc, je suis intéressé par la van life, par tout ce qui tourne autour de ce mode de vie, de transport, de vie, de loisirs aussi. De loisirs aussi, oui, puisqu'effectivement, à la base, on dit aussi VDL, un véhicule de loisirs. Ça peut être un camping-car, un van aménagé, une tente. On peut aussi marcher, puis faire aussi des randonnées à vélo. Et là, c'est de plus en plus courant de voir justement ces gens devoir se réinventer. Pourquoi ? Parce que, oui, il y a les frontières, il y a le Covid, il y a les restrictions par rapport au voyage, et on voit fleurir des vidéos qui sont de moins en moins glamour, puisqu'on peut plus vous exporter des beaux paysages, des couchers de soleil, des bords de mer et ce genre de choses. Tout le monde est rentré à la maison, peut-être certains ont dû abandonner leur véhicule, et on doit faire avec d'autres thèmes, avec d'autres sujets. Je trouve ça intéressant d'ailleurs, parce que on sort de l'Instagram bien léché, de la belle image travaillée 12 000 fois, pour des sujets peut-être plus terre-à-terre, en l'occurrence, par exemple, pourquoi pas, l'aménagement d'un fourgon qu'on fait from scratch. Et c'est le cas de ce monsieur. Et là, on voit clairement que non seulement, je vous l'ai dit, il place des produits, là, il devient revendeur de certains de ses produits, il a ses propres produits, et pire encore, il va chez des artisans qui vont l'aider à confectionner l'intérieur de son fourgon. Ouais. Et là, c'est dommage, parce que pour le coup, pour terminer cette longue explication, pour le coup, c'est l'artisan qui en prend pour son grade, parce que... Oui, parce qu'après, on décide que c'est pas bien. Voilà, on décide que c'est mal foutu, que c'est mal pensé. Ouais. Vous verrez l'exemple du lavabo, de l'écoulement de la douche, ce genre de choses. Et là, c'est dommage, parce que... Tout ça pour dire que, voilà, là, c'est un exemple, parce que c'est celui que toi, tu as capté, mais on pourrait en capter comme ça plein d'autres. Oui, il y en a plein. Et c'est pour ça qu'on en parle dans les technos, parce que c'est lié au web, aux réseaux sociaux. On parlait d'Instagram, on peut aussi parler aujourd'hui de TikTok, YouTube, évidemment, parce que souvent, les chaînes thématiques, si on veut gagner un petit peu de sous, on fait ce qu'on appelle du placement de produits, mais souvent, je le constate en tout cas, de plus en plus, les gens qui font ça l'indiquent, disent voilà, ça c'est un placement de produit, c'est clairement indiqué. Transparence, soit en cochant la petite case, en l'occurrence chez YouTube il y a une petite case à cocher, et
À ce moment-là, apparaît un texte qui indique « contient une communication commerciale ». Voilà, au moins les gens sont prévenus que c'est une communication commerciale, que c'est pas un conseil qu'on leur donne, c'est de la publicité. D'autres le font par un panneau en début de vidéo en indiquant s'il y a des liens d'affiliation dans la description, si c'est un produit qu'on a reçu en prêt, si on l'a acheté, des choses comme ça. C'est le cas de nos amis de Périplessis. Par exemple, suivre leur chaîne YouTube. C'est le cas également de Jeroen Kenborg, la chaîne NoTech qui quand il présente un produit, annonce clairement la couleur. Et comme ça, on écoute le conseil, entre guillemets conseil, en connaissance de cause, tout en sachant que, effectivement, le monsieur ou la madame qui vous parle a gagné des sous pour vous en parler. Et que donc, ça peut créer un biais dans la communication. C'est un peu comme si vous laissiez rentrer le vendeur chez vous, quelque part. Il peut être de très très bons conseils, mais c'est un vendeur. Voilà, faut le rappeler aussi de temps en temps. On sent que la limite de chez certains, celui que tu as nommé en l'occurrence, eh bien, elle est un petit peu floue, et ça les arrange bien qu'elle soit un petit peu floue, et ça arrange bien aussi certains annonceurs que ce soit un petit peu flou. Il faut être très clair là-dessus, pour essayer de faire passer ça comme un choix de la part de l'influenceur. Il a pignon sur rue, il a 300 000, 400 000 followers. C'est plutôt positif pour une marque d'être accolé à certaines valeurs défendues d'habitude par cet influenceur. Donc voilà, on voit le mécanisme qui se met en place rapidement. Et là, effectivement, il y a des abus de plus en plus. Enfin, en tout cas, certains abus, et on les repère, en tout cas nous, parce qu'on est des adultes, mais il y a des gens peut-être plus jeunes ou plus dociles, entre guillemets, qui tombent un peu dans le panneau et qui vont dire je vais faire comme lui, comme le monsieur là, parce que je veux faire la même chose et je vais acheter la même chose, et machin, etc. C'est peut-être pas le meilleur choix pour ce que vous avez envie de faire, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire avec votre argent à ce moment-là. Voilà, c'est tout ça dont on voulait un petit peu parler dans cette lettre I comme influenceur, c'est ça, Thierry. Exactement, tout à fait. Je sais pas si Sébastien lève le doigt ou pas. Non, je lève la main pour dire c'est parfaitement clair. Oui, c'est ça, mais peut-être que tu as essayé aussi confronter. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je fais beaucoup de vidéos sur YouTube également. Je l'ai fait dans mon cadre professionnel, donc je n'ai pas d'argent dessus. Je n'ai pas de gagner d'argent dessus. Enfin, je suis payé pour les faire. Oui, c'est ça, c'est autre chose encore. C'est un autre contexte à voir avec ce monde-là. C'est ça, mais ici c'est un exemple, on a pris cet exemple-là parce qu'il nous intéresse nous, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines. Ce que toi tu fais par exemple, c'est clairement annoncé, la marque fait partie du nom de la chaîne, on peut pas passer, voilà, c'est du corporate quoi, quelque part, c'est clairement affiché, on se doute bien que tu ne vas pas dire de mal, quand la chaîne s'appelle Toto, tu dis pas de mal de Toto, je veux dire, c'est comme chez les technos. J'ai déjà financé un YouTuber indépendant qui parle de tas de choses. Il m'avait dit, voilà, je voudrais tester ce service-là, mais ça va me coûter 300-400 $. Est-ce que tu peux le financer? J'ai dit, on lui a filé l'argent. Et dans sa vidéo, il disait clairement à un moment, merci à Toto et à Sébastien de nous avoir filé l'argent pour permettre de tester ce matériel et de pouvoir le faire. Voilà, donc c'était clair, net, carré. Et l'auditeur en tire les conclusions qu'il veut en se disant, est-ce que le monsieur, il était trop gentil avec le produit? Oui, mais finalement, il n'a pas payé. Voilà, chacun se fait son opinion. On ne dit pas que le produit est bon ou mauvais, c'est pas ça, c'est la question de savoir, de pouvoir juger en son âme et conscience. Thierry, tu voulais terminer, conclusion. Pour terminer, voilà, Tim Cook, si tu m'entends, Mac c'est mieux que Windows. Voilà. Je sens poindre les pouces vers le bas, je ne sais pas pourquoi. Je vais avoir plein de nouveaux abonnés. Oui, peut-être toi, mais la lettre J comme jailbreak après 42 minutes. Quelle est la lettre J après 42 minutes d'épisode, quand on jailbreak aussi Bridge OS Thierry. Non, pas Thierry, Sébastien, pardon. Oui, c'est pas parce que c'est Apple que c'est Thierry. Oui, c'est ça. Amalgame. On avait déjà parlé avant des jailbreak, donc c'est les systèmes sur Android et sur iOS qui permettent de faire sauter les protections du vendeur, donc de Google ou d'Apple. Dans ce cas-ci, on va parler d'iOS. Et Checkra1, qui est le jailbreak actuel qui permet de faire sauter la protection d'iOS 14 sur à peu près tous les téléphones depuis l'iPhone 6, parce qu'il se base sur une faille qui est dans les chips d'Apple, les chips depuis A5, je crois, jusqu'à A10. Donc la plupart des téléphones d'Apple sont et seront toujours
toujours jailbreakable, pour utiliser un beau mot français. Checkbrain est le software, le toolkit qui permet de faire ça. Et il y a une news qui a attiré mon attention cette semaine parce que Checkbrain permet aussi de faire jailbreaker la puce T2. Je me suis dit, tiens, c'est quoi enfin oui, j'avais entendu parler de la puce T2 évidemment. C'est la puce, c'est le coprocesseur sécurisé dans les matériels Apple. Et donc je me suis intéressé à ce truc-là d'un peu plus près. C'est un vrai processeur et qui a son propre système d'exploitation, ça je ne savais pas. Il y a un système d'exploitation qui s'appelle BridgeOS, qui est fait par Apple, qui apparemment est un WatchOS un peu modifié. Donc vous avez une WatchOS qui tourne dans votre MacBook si vous avez un Mac ou un iMac. Vous avez un WatchOS, enfin un BridgeOS. Et ce processeur, il démarre avant le processeur Intel et il permet à Apple de faire des tas de choses qu'ils souhaitaient faire au niveau hardware qu'ils peuvent pas faire avec avec Intel, pardon. Notamment, ils prennent contrôle de l'enclave sécurisée. Je crois que j'ai déjà parlé dans ce podcast de l'enclave sécurisée. Donc, dans les Mac, il y a un espace de stockage, j'allais dire de mémoire, mais je ne veux pas confondre avec la mémoire, un espace de stockage sécurisé au sein du CPU qui permet de stocker des clés de sécurité, et notamment c'est là que vont stocker votre Touch ID ou votre Face ID qui permettent de déverrouiller le téléphone. Et donc il faut vraiment une enclave au sein du processeur qui soit blindée, auquel les applications n'aient pas accès. Ils ne pouvaient pas l'avoir dans Intel parce que ça n'existe pas dans Intel, en tout cas pas de la façon dont Apple le souhaitait, et donc ils ont inclus leur propre processeur dans les Mac pour pouvoir faire ça. Donc ce processeur démarre, cet OS démarre avant macOS au moment du boot, il va être clé dans la séquence de boot, il va notamment vérifier l'intégrité de l'OS, vérifier qu'il n'y a pas de malware installé au niveau de l'OS. C'est lui qui contrôle le touch bar également, vous savez, cette barre de LED, OLED qui est en dessus du clavier que les applications peuvent customiser. On ne sait pas trop à quoi ça sert d'ailleurs, on ne sait pas si ça va rester dans les futurs Mac. C'est un autre débat. Ouais. Et c'est lui qui contrôle aussi les éléments clés de la sécurité, donc l'enclave de sécurité, je l'ai dit, mais aussi le micro et la caméra, pour être certain que les accès à ces devices sensibles en matière de vie privée, puisqu'ils peuvent enregistrer ce qu'on fait, ne puisse pas être fait en direct par l'application, ça passe par cet OS séparé de macOS. Donc macOS doit faire une demande à BridgeOS pour pouvoir accéder à la caméra et au micro. Donc voilà, grâce à ce titre, Checkbrain a réussi à faire le jailbreak de la puce T2. Je me suis un peu intéressé à ce que faisait cette puce T2, pourquoi on devait la jailbreaker. Il y a un OS qui tourne là-dessus, qui est essentiellement donc un WatchOS un peu modifié. Pourquoi est-ce qu'on veut faire un jailbreak de la puce T2? Là, j'avoue, c'est pas super clair pour moi. Je suis certain qu'il y a des hackers qui arriveront. Il peut y avoir des choses amusantes dans la touch bar. On pourrait imaginer des jeux, des trucs fun qu'il n'y aurait pas moyen de faire avec l'API officielle d'Apple pour aller manipuler la touch bar. Ça donnerait surtout possibilité d'accéder à la caméra et au micro pour des Mac jailbreakés. Oui, parce que jouer à Doom, par exemple, sur la touch bar, on a déjà fait sur un test de grossesse, donc voilà, c'est très surfait. Mais ceci dit, voilà, c'est peut-être ça, c'est plus un exploit, entre guillemets, qu'autre chose. Ça n'apporte rien de particulier à son utilisateur, donc voilà, autant le savoir aussi. C'était intéressant de le suivre, en tout cas. Oui. Peut-être juste pour du coup, je retire tout ce que j'ai dit. Oui, merci. PC, c'est mieux que Mac. Donc lâchez-vous dans les commentaires. Je retire ce que j'ai dit. Voilà. Allez, on va prendre de la hauteur, si vous le voulez bien. Elle comme Lune, 5 millions pour aller sur la Lune. C'est ce que propose en tout cas la NASA, Thierry. Oui, voilà. Le crowdfunding, c'est pas que pour des projets perso, c'est pas que pour je sais pas, lancer une gamme de vêtements, un nouveau masque contre le Covid ou tout simplement vous faire plaisir à imaginer un nouveau device. La NASA s'y lance aussi, puisqu'effectivement, les 5 millions de dollars, c'est si... Bon, alors attention, ça va pas être sur Kickstarter, hein, je pense que ça va être difficile pour nous tous de venir proposer quelque chose, mais en fait, ils ont un vrai problème à résoudre. Ils ont effectivement... fait un truc que je trouve très bien, c'est d'appliquer plusieurs cerveaux à la fois.
c'est plus puissant qu'une seule personne qui réfléchit à un problème. En gros, ben voilà, il vous donne de l'argent si vous arrivez à trouver une solution viable à aller sur la Lune, mais pas que. Hein. Il y a toute une liste de demandes bien précises. Moi, ce qui m'a amusé dans cette news, c'est que on utilise une vieille recette, c'est justement d'impliquer une communauté, plusieurs utilisateurs, plusieurs voilà. Et du coup là, la NASA remonte dans mon estime par rapport à cette ouverture d'esprit. Alors, est-ce que 5 millions de dollars, c'est peu, c'est pas assez, c'est trop? Mais il faudrait voir déjà quelles problématiques sont à régler, parce qu'on a déjà été sur la Lune, je le rappelle, donc il y a déjà des solutions qui ont été apportées, donc, enfin, il paraît, hein, aujourd'hui, tu sais, mais donc il y a des solutions qui existent, donc quelle nouvelle solution va-t-il falloir apporter? Voilà, c'est toutes ces questions-là, et ça, c'est pas très clair, j'ai l'impression. Ils ont des questions, enfin, ils veulent des réponses, mais ils posent pas les questions. Voilà, parce que justement, ça va pas s'adresser à tout le monde. Et puis cette news m'a fait remonter en mémoire une news sur une boîte italienne qui s'était dit, on devrait proposer ça peut-être à la NASA, peut-être à SpaceX, peut-être à un État qui a envie d'aller sur la Lune pour solutionner un problème tout bête. C'est comment on va y vivre. Parce qu'il va falloir construire des installations, il va falloir construire des habitations, des bâtiments, des choses comme ça. Et cette boîte italienne avait tout simplement dit, nous, on vient avec un système de tentes gonflables et une imprimante 3D, et on utilise la matière première qu'il y a sur place pour la recycler, pour l'apprêter en un matériau comparable à du ciment. Et du coup, par exemple, ces grosses installations gonflables servent de moules, servent de chablons sur lesquels on va pouvoir, avec la matière première qu'il y a là-bas, au lieu de l'amener sur place, construire des habitations, des abris, des choses comme ça. Donc je ne sais pas si la NASA est très ouverte, si elle a un peu de veille, elle effectue effectivement une sorte de veille technologique autour de tout ça, ou si c'est un coup de pub. Parce que oui, ils ont besoin d'input, d'autres idées. Je sais pas, mais en tout cas, ça, je pense que les 5 millions sont pas pour nous. Hein. Je crois qu'on abandonne l'idée. Je sais pas si Sébastien avait une idée de son côté. Sébastien, particulier ou un desiderata particulier ou. Je ferai la porte en rouge, s'il vous plaît. Pardon ? J'ai pas entendu. Je ferai la porte en rouge, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. C'est... non, je suis étonné de voir qu'on essaie encore d'aller sur la Lune. Il me semblait qu'on avait abandonné cette idée-là et pour aller plutôt sur Mars et d'autres planètes. Et voilà, je suis pas trop l'activité spatiale, mais je comprends pas ce qu'on va chercher sur la Lune. Parce qu'ils ont pas vu certaines séries télévisées comme Space 1999 par exemple. Tu sais, on pourrait leur renvoyer les vidéos pour qu'ils se rendent compte de une base spatiale digne de ce nom. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. C'est pas autrement quoi. On nous vend l'installation d'une base sur la Lune comme une espèce de point de départ, comme une étape, comme un entre-deux. Maintenant, le chemin Terre-Lune, Lune-Mars, il y a une des deux distances qui est plus longue, donc je vois pas non plus l'utilité. Mais bon, voilà, je suis pas astrophysicien, je suis pas mathématicien, je suis pas ingénieur. Donc voilà. Et puis c'est assez marrant pour terminer sur cette news. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on tombe de plus en plus sur des vidéos, des photos, des captures d'écran où on montre clairement que l'alunissage des Américains serait un gros fake. Alors je sais que c'est un thème récurrent, hein, on revient toujours, mais là je dois dire qu'il y a de plus en plus de photos, de petites preuves. Alors après c'est du Photoshop peut-être ou ce genre de choses. Ouais, mais on vit dans une époque. C'est ça. On vit dans une époque où il faut tout remettre en question. Et voilà. Et donc il y en a qui remettent ça en question depuis très très longtemps, hein, et qu'on a déjà démenti des dizaines et des centaines de fois, mais ils n'en démordent pas. Et aujourd'hui, il y a peut-être aussi un peu à cause d'Internet et des réseaux sociaux, des gens qui ont envie d'y croire, et donc ça relance. C'est assez impressionnant, j'ai plus le chiffre en tête, mais le nombre de gens qui pensent que la Terre est plate, c'est assez surprenant, hein, si vous avez les chiffres. Ouais, ça fait peur. Ça fait assez peur, hein, donc c'est et Elvis Presley est vivant, évidemment. J'ai oublié ce détail. Elvis Presley sur une Terre plate. Voilà. Avec Michael Jackson, quelque part.
Par exemple, oui. Allez, on passe à la suite. C'est encore une histoire de van life, c'est ça? C'est parce que tu as du matériel pliable dans ton fourgon Non. Plié comme pliable. Non. L'ordinateur pliable est là. Ça y est, c'est fait. Ouais, et c'est une belle news parce que je suis heureux de pouvoir vous dire que je l'avais vu à Las Vegas au CES de ce début d'année, hein, le CES, le Consumer Electronics Show, qui se tiendra pas en présentiel en janvier prochain, mais cette édition 2020, en janvier dernier, Lenovo était venu avec cet ordinateur pliable. Alors, tout de suite, je veux vous mettre à l'aise, il est cher, hein, ça coûte quand même un sacré prix, mais ça y est, il est sur le marché, le ThinkPad X1 Fold. C'est quoi un sacré prix? C'est quoi un sacré Ouais, alors oui. Bon, ouais, alors oui, c'est vrai. Oui, on peut reprendre le débat Mac-PC si vous voulez, mais non. C'est quand même un ordinateur portable qui avoisine les 3000 € ou 3000 $. Mais je crois qu'on a déjà les prix en Europe. Hein. On est autour des 2700, 2800. Enfin bref, on est sur du lourd pour le prix. Je n'ai pas, moi, d'échelle de mesure pour les tarifs sur les portables, mais je sais qu'un ordinateur portable sous Windows, une machine qui tourne bien, peut se situer en dessous de la barre des 1000 €, ce qui n'est pas le cas des Mac. Et là, cet ordinateur, il a déjà des défauts. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Le fait que, par exemple, il se déplie puis que vous utilisiez l'écran qui est contre vous comme clavier, eh bien, c'est une surface plane qui est pas très ergonomique parce que vous allez tapoter sur un écran. D'ailleurs, ils ont même prévu la chose puisqu'il y a un écran qui vient se glisser à la place un clavier qui vient sur cette partie d'écran, même si à terme, vous pourriez vous en passer, mais voilà, ça existe comme option. Le truc sympa, c'est qu'une fois déplié, on est devant une très grande tablette. On nous montre à coup de belles vidéos tout le système de charnière, le système d'écran qui reste mécaniquement solide. C'était des choses qu'on avait déjà vues à Las Vegas, mais là, de voir ce produit sortir sur le marché, moi, je suis bluffé. Maintenant, de là à dire que je l'achèterais, pas forcément parce qu'il y a déjà le prix, il faut en avoir l'utilité. Dans les accessoires qu'on vous préconise d'investir, c'est cette fameuse partie clavier qui est en fait un clavier Bluetooth mécanique qui vient physiquement prendre la moitié du laptop et un stylet. Si vous voulez, par exemple, vous passer provisoirement du clavier, vous pourriez comme ça vous faire plaisir à venir avec un stylet. Belle prouesse technique, mais non, sur l'usage, sur la durée, sur le prix. Ouais, moi je le trouve pas beau. Enfin, je vous dis ça en passant, je trouve ça mastoc, je vois pas trop l'utilité parce que finalement c'est quoi? C'est un iPad compli en deux, quelque part, hein, vu comme ça. Attention, tu cherches des noises là. Oui, mais un iPad qui aurait 1 centimètre d'épaisseur, quoi. Parce que t'as vu l'épaisseur du oui, il est épais. C'est mastoc quand même. Alors, ceux qui nous écoutent depuis longtemps et surtout depuis qu'on parle d'écran pliant, Samsung et autres, vous m'avez souvent entendu dire que je suis contre le principe parce que je vois pas pourquoi on rajouterait de la mécanique. Là, on est arrivé à s'en passer, hein, parce que finalement, le point faible de tous ces appareils, si vous prenez historiquement, c'est tout l'aspect mécanique, le bouton, la charnière, le machin, etc. Malgré tout, et là je fais une petite digression, j'ai vu un truc cette semaine qui m'a un tout petit peu séduit, pas à 100%, mais un tout petit peu parce que je trouve l'objet esthétiquement intéressant, c'est le Motorola Razr 5G. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est sorti, là moi je l'ai vu sur les numériques, mais c'est un appareil, ça rejoint, alors il fallait évidemment aimer les Motorola de l'époque, les GSM, vous vous en rappelez, qui se plient en deux par le centre. Les clamshell. Oui, c'est ça, et on reprend l'esthétique de ces appareils-là avec un petit écran extérieur une fois quand il est plié avec l'heure, les fonctions qui vont bien, et puis quand on le déplie, on a un véritable smartphone tout à fait classique avec un écran de taille tout à fait raisonnable. Je ne dis pas que je l'achèterai, mais ça au moins ça a le mérite d'être joli et cohérent dans une ligne de produits et dans un produit qui est devenu un classique du genre, hein, ce fameux GSM pliant, et qui est ici réinventé, on va dire, à la faveur des smartphones avec un écran pliant. J'ai pas le prix, et très honnêtement, je pense que c'est aussi une blinde, hein, c'est plus de 2000 €, je pense, pour ce bidule. Ouais, ça pique. Mais
Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, si vous l'aviez vu celui-là, ou si... non, ça vous tente pas non plus. Je l'ai vu passer via toi, parce que tu l'as partagé avec Oui, nous, c'est donc vrai. je l'avais vu. Mais pas... Donc, Non, moi je venais. Non, moi j'étais là à juste être content, tout excité de me dire, ben voilà, les annonces qu'on a en janvier, généralement avec le CES, rares sont les produits qui aboutissent. Moi, ça fait 2 ans, par exemple, que j'attends les fameuses voitures chinoises, dont là j'ai totalement oublié le nom, ça va me revenir, qui est un méchant concurrent à Tesla avec un écran de 43 pouces, avec de la technologie et un prix très agressif, puisqu'on est autour des 40 000 euros pour un véhicule qui est bien meilleur, bien plus beau qu'une Tesla bas de gamme. Donc ça fait plaisir de côtoyer comme ça des stands, des exposants, et puis tout d'un coup de voir le produit, certes presque à la fin de l'année, sortir enfin. Maintenant, oui, le Lenovo X1 Fold, je suis pas sûr qu'il va s'en vendre beaucoup parce que Pas plus que des Motorola, pas plus que le Motorola Razr 5G, soyons clairs, je pense que ce sont des démonstrations de force plus qu'autre chose, parce que voilà, qui va mettre autant d'argent là-dedans, c'est effectivement, je vais encore une parenthèse par rapport au CES de cette année ou de l'année passée, je ne sais plus, un produit qui maintenant est commercialisé, je pense, malgré tout, il est commercialisé mais dans un silence assourdissant, c'est ce lave-vaisselle dont j'ai oublié le nom aussi, qui était très intelligent, qui consomme. Ouais, c'est un lave-vaisselle français qui se pose sur à côté de votre évier, qui consomme très très peu de flotte et qui permet de laver les couverts de 2 étudiants dans un appartement ou d'un couple. Enfin, c'est pas non plus un gros lave-vaisselle, mais c'était intelligent, c'était bien fait. Je m'en étais un petit peu moqué à l'époque et finalement, apparemment, c'est commercialisé, mais pas partout, hein. Il n'y a pas vraiment de réseau de distribution déclaré. Je me rappelle plus le nom de... Si ça te revient... Moi, j'ai retrouvé le nom de la voiture, c'est la Bike BYTON, voilà, c'est déjà ça. Allez faire un tour, elle est très belle, c'est chinois, ça tient la route, mais voilà, on nous l'avait promis sur le marché européen déjà. Bon. Alors, maintenant, je te lance sur le lave-vaisselle et on passe à la suite. La lettre Q, Sébastien, alors j'ai jamais su comment prononcer le nom de cette marque. C'est Knop, QNAP. Ouais, QNAP. Ouais. C'est un fabricant, c'est le concurrent, on va dire, de Synology. Je dis pas de bêtises. Exactement ça, c'est comme ça que je compte l'introduire d'ailleurs. C'est une marque taïwanaise qui fait des NAS, donc c'est des petites boîtes qu'on peut mettre avec plein de disques durs qui sont redondants. Si un disque dur meurt, vous perdez pas vos données. Ce sont des petits PC en RAID notamment, oui, c'est une des options, oui. C'est Linux dedans, mais avec un très bel habillage, que vous ayez un Synology ou un QNAP, en général, vous aimez bien l'interface graphique web qui vous permet de manager des choses qui sont quand même assez compliquées, parce que manager un RAID, c'est une profession pour certaines sociétés, et on fait ça à la maison, clic, et la plupart du temps, ça marche. Il se trouve que moi, j'ai un QNAP, justement, c'est pour ça que j'ai relevé cette news-là. Ils sont à des attaques ransomware. Donc les ransomware, on en a déjà beaucoup parlé ici, ce sont des logiciels qui rentrent dans un système et qui vont s'amuser à chiffrer tout le contenu d'un disque et puis de jeter la clé et de vous laisser un petit message qui lui n'est pas chiffré, bien clair, en disant si vous voulez récupérer la clé pour déchiffrer, vous versez autant de Bitcoin sur tel compte. Donc c'est le principe du ransomware. Ouais. Il se trouve qu'il y a une application sur le QNAP qui s'appelle Photo, quelque chose que j'utilise pas, Photo, qui permet de voir ses photos, faire des albums photos, toutes les photos qu'il indexe, etc., y compris depuis l'extérieur de chez soi. On se connecte avec username password et puis on peut montrer ces photos à la belle famille. Et c'est une application Linux avec un serveur web et PHP, et donc une suite de bugs font qu'il y a moyen de bypasser l'authentification, d'injecter du code PHP, d'exécuter ce code PHP qui vous donne un accès shell, donc un accès en ligne de commande. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes le king of the world sur cette bécane-là, et c'est comme ça que le malware se propage. Alors QNAP se défend en disant les vulnérabilités sont patchées depuis 1 an déjà. Donc si vous êtes victime de l'attaque là aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas fait les mises à jour. Et donc encore et toujours, on revient à ce bon vieux message. Faites vos mises à jour. C'est pas juste pour vous ennuyer que les vendeurs font des mises à jour aussi fréquemment, mais ça patch, ça corrige des bugs de sécurité importants, parce que la dernière chose qu'on a envie de se faire encrypter, c'est quand même son NAS, parce qu'a priori c'est là qu'on a toutes ces vidéos, toutes ces photos, toute sa musique pour l'ensemble de la famille, et se faire encrypter un NAS. En général,
pas de backup du NAS en plus, puisque c'est le NAS qui est le backup des autres choses. D'autant que QNAP, si on l'appelle comme ça, me semble avoir une clientèle plus familiale que Synology, si je dis pas de bêtises, plus accessible technologiquement, même si Synology a un très bon produit, relativement facile à utiliser, mais QNAP a parce que j'avais vu que par exemple ils avaient sorti un modèle de NAS il y a quelques années maintenant, avec un lecteur de DVD intégré, qui te permettait de ripper, c'était malin, de ripper tes DVD pour les charger sur ton NAS. C'est plutôt rigolo. Comme c'est pratique. Oui, mais quelque part, quand tu as une collection de DVD et que tu rentres dans le siècle suivant, hein, après ce moment-là, hein, c'est assez logique qu'on essaye de récupérer ces informations. Voilà. Ça tient là. Après, si vous revendez les DVD au prix du plastique, est-ce qu'on peut appeler ça du piratage? Je ne sais pas. Mais donc, voilà. Si c'est un DVD qu'on a acheté, on peut en faire une copie à usage personnel. Normalement, oui. La copie personnelle, normalement, est autorisée. Oui. Enfin, ça dépend peut-être des pays. Donc voilà. Donc, j'espère que vous aviez fait votre mise à jour pour le coup. Ce serait ballot de ne pas l'avoir fait, effectivement. On arrive à la lettre U comme Unix, avec cette GNU, comme on l'appelle, hein, GNU en français, qui veut dire quoi en fait? Que GNU n'est pas Unix. C'est ça que ça veut dire. Blague d'informaticien, si vous n'êtes pas informaticien, laissez tomber, vous ne comprendrez pas. C'est un acronyme récursif, c'est-à-dire que la première lettre de GNU, c'est GNU. GNU is not Unix. G comme GNU, mais not Unix. Richard Stallman est un personnage haut en couleur dans la communauté open source, RMS de son petit nom. C'est un monsieur qui est advocate dans le sens anglais du terme, pardon, qui est défenseur du logiciel libre, du free software. Et attention, quand on dit free software en anglais, on parle free dans le sens de liberté et non pas free dans le sens gratuité. Il y a cette ambiguïté en anglais qu'il n'y a pas en français. On parle bien ici du logiciel libre. Libre, c'est de pouvoir analyser le code source, de pouvoir le modifier et de pouvoir le redistribuer sans aucune contrainte. Richard Stallman est l'homme qui a créé des pièces de logiciels qu'on utilise tout le temps. Emacs, qui est un éditeur de texte. Si vous êtes sous le monde de Linux, vous connaissez VI peut-être, et Emacs. C'est un débat pour aussi des gens de plus de 40 ans qui est aussi vieux que Mac versus Windows. Je dois utiliser Emacs. Est-ce que je dois utiliser Linux, VI? Moi, je suis VI. Vous pouvez mettre dans les commentaires VI est mieux qu'Emacs. Moi aussi, je suis VI. Donc c'est lui qui a écrit Emacs, c'est lui qui a écrit le compilateur C, GNU, qui sert à compiler le kernel de Linux, c'est à peu près tout ce qui tourne sur Linux, donc c'est quand même un monsieur qui a énormément contribué dans l'informatique, même s'il a une vue que moi j'appelle un peu, je vais peut-être me faire taper sur les doigts pour dire ça, d'ayatollah de l'open source. Pour lui, de l'open source, ça doit être la licence GPL, libre et distribuable sans aucune contrainte. Si c'est pas du GPL, c'est pas de l'open source, etc. Donc il a une position assez rigide, on va dire, sur la question. Et Richard Stallman a commencé un projet il y a 37 ans cette année, et donc bon anniversaire, je suis monsieur anniversaire dans les technos. Oui, c'est juste. Donc, bon anniversaire GNU. Et donc GNU, l'idée c'était de faire une implémentation de Unix qui soit libre, publié sous la licence GPL. Donc Unix, c'est ce système d'exploitation qui fait tourner les plus grosses machines du monde, qui a été créé par AT&T, la compagnie téléphonique, dans les années 60, au début des années 70, avec Bell Labs également, mais qui était un système propriétaire qui n'était disponible que pour les entreprises, moyennant licence, il fallait acheter, et donc lui s'est dit, on va refaire quelque chose de compatible, mais qui soit libre de droit, et il a ainsi commencé à créer GNU il y a 37 ans, et c'est ça qui m'a interpellé là-dedans, parce que du coup je me suis dit, tiens, Linux c'est quand? Et c'était bien après, évidemment, c'est 9 ans de tête. Linux a à peu près 30 ans, pardonnez-moi si je suis pas juste à un an ou deux près, mais il y a à peu près 9 ans de décalage entre GNU et Linux. Et donc je me disais, mais c'est quoi le kernel qu'il utilisait GNU au début? Parce que GNU, c'est l'ensemble des petits utilitaires, des librairies de système, etc., qui permettent de faire un operating system. Mais dans un OS, il y a un noyau, le premier programme qui démarre, qui va gérer l'interaction avec le DIP,
mémoire, permettent de lancer d'autres programmes, etc. Et donc, ils utilisaient un kernel qui s'appelle Mac, qui venait d'une autre université, Carnegie, je vais me planter dans la prononciation anglaise, Carnegie Mellon University, Carnegie, je sais pas comment on voit de quel il s'agit. C'est celui qu'on ne sait pas prononcer. Carnegie. Excusez-moi si vous parlez bien anglais, qui est encore très utilisé aujourd'hui puisque c'est un dérivatif de ce kernel-là que Apple a utilisé pour faire le kernel GNU, XNU, qui tourne vos iPhones, Mac, vos tablettes, iPad, etc. Voilà. Et donc pourquoi est-ce qu'on dit GNU Linux aussi? Parce que Linus Torvald, quand il a créé Linux, lui, il ne voulait faire que un kernel, il voulait faire que ce programme qui globalement est inutilisable par personne s'il n'y a pas tout autour. Et donc le tout autour de Linux, c'est GNU. Et donc Linux, c'est vraiment deux choses. C'est le kernel inventé par Linus Torvald et l'ensemble des utilitaires, des librairies, etc. Initialement lancé par Richard Stallman et toute la communauté autour de GNU. Donc GNU plus Linux fait GNU Linux, et c'est les deux ensemble. C'est pour ça que Stallman est très attaché au fait qu'on dise GNU Linux et pas juste Linux, parce que Linux c'est juste un kernel. Voilà, j'espère ne pas vous avoir embêté avec ces considérations purement informatiques et d'histoire de l'informatique. 27, une date quand même, puisque tu parles d'anniversaire, 27 septembre 1983. Le mail de Richard Stallman qui annonce quelque part GNU, il est en lien sur lestechno.be, puisque vous le savez, toutes les sources d'informations dont on parle dans les épisodes sont toujours référencées en description de la vidéo sur YouTube et dans notre blog lestechno.be. C'est important de le rappeler aussi. Oui, Thierry. Et puis, comme on est dans les tout petits noms, GNU pour GNU, eh bien, je vous invite à écrire Bob dans les commentaires. C'est le nom du lave-vaisselle. Ah, voilà, Bob, le lave-vaisselle Bob. Effectivement, voilà, maintenant ça m'est revenu. La boucle est bouclée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben voilà, on a bien fait. On peut encore se séparer sur deux groupes. En tant que développeur, tu es plutôt tab ou espace? Moi, je suis tab. Ah, voilà, il y en a un qui est tab, l'autre. Moi, je suis tab. Voilà, c'est tout le monde, c'est ces deux écoles. Hein, Il paraît qu'il y a une différence de poids entre le tab et l'espace quand on fait beaucoup de code, paraît-il. J'en suis pas tout à fait convaincu, mais c'est possible. On était à la lettre W, qui pourrait être le oui mais non de la semaine, soyons très clairs, mais on a décidé que ce serait WC. Voilà. Des toilettes qui coûtent très très cher, Thierry. Oui, et ils coûtent tellement cher qu'ils sont même pas beaux. Allez comprendre. C'est une news qui m'a interpellé parce que voilà, l'espace, c'est quand même un domaine qui m'intéresse. Je vous ai parlé de 5 millions de dollars pour aller sur la Lune, enfin que vous filerez la NASA. Ben là, je vais vous parler d'une somme encore plus importante pour le développement d'un toilette. Alors déjà, pour juste situer, si jamais vous allez un jour dans l'espace, quand vous allez dans l'espace, personne ne vous entend crier. Non, c'est pas ça. Quand vous irez dans l'espace, eh bien, à un moment donné, il faudra aller au petit coin. Et le petit coin, ben, il a deux particularités. La première, c'est quand vous allez faire la petite commission, eh bien, on va tout récupérer, on va recycler et vous allez le revoir. Dans l'œil. Voilà. Alors normalement, ça part pas dans l'œil. Voilà, il y a des systèmes. Ne demandez pas comment. J'ai pas envie de voir les détails parce que pour la grosse commission, par contre, on va aspirer. On va aspirer pour être sûr que vous en ayez pas dans l'œil, mais aussi surtout, on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de faire que ça prenne pas trop de place parce que là, on va pas ouvrir le hublot et jeter ça par la fenêtre. Vous en doutez bien. Voilà, exactement. Donc, il faut combattre l'absence de gravité. Il faut être sûr que tout ce matériel, pour utiliser des termes polis, aille dans la machine. Et puis après, surtout, on va traiter tout ça. On raconte que déjà les premiers WC, on aspirait la grosse commission. En tout cas, il y avait un système qui récoltait tout ça pour le sécher. Et on en fait des sachets qu'on vient comme ça ranger dans le fond de la station spatiale ou de votre fusée pour que ça prenne pas trop de place parce que, encore une fois, vous pouvez pas le jeter, hein, vous pouvez pas vous en séparer. Et là, on passe à une étape supérieure puisqu'effectivement, ces toilettes ont coûté des dizaines de milliers de dollars, 23 pour être plus précis, 23 millions de dollars. Alors, je doute
pas que c'est le prix de l'appareil, mais plutôt le prix du développement de cet appareil, de ces toilettes. Si vous avez l'image, vous verrez un truc qui ressemble tout sauf à un toilette. Donc c'est pas beau, hein. Pour 23 millions de dollars, il y a pas de design, mais c'est super efficace pour toutes les fonctionnalités qu'on lui demande. Moi, je suis passionné hein, d'espace, de toilettes, mais de savoir. De toilettes. Alors, vous pouvez pas utiliser les toilettes sèches hein, que je recommande dans la van life, dans l'espace, parce que là, pour le coup, vous allez être sacrément emmerdé, c'est le cas de le dire. Non, plus sérieusement, c'est tellement passionnant comme sujet que si vous êtes fan ou vous étiez fan de Big Bang Theory, sachez qu'effectivement il y a plusieurs épisodes qui traitent de ça. Voilà. Donc on a parlé de caca dans les technos. Voilà, oui. C'est fait. Il fallait que ça arrive un jour. 273 épisodes pour en arriver là. Non, mais c'est vrai que ce sont des choses. Voilà, ça paraît trivial, mais c'est une réalité. Dans l'espace, pas de pesanteur, donc pas de pesanteur, problème. Plus le problème d'humidité, enfin tout ce qui va avec. Ça doit être d'une complexité rare. Moi, je me rappelle. Alors, c'est un tout autre domaine, mais pour vous dire la complexité des choses dans l'espace, parce qu'on pense que c'est facile comme ça. Moi, je me rappelle que je pense que c'était un contrat que la NASA avait passé avec Pepsi Cola pour fabriquer une canette que l'on pouvait boire dans l'espace. Ce qui est complètement affolant, parce que boire une boisson gazeuse dans l'espace, et ils avaient fabriqué une canette de coca, de cola, qui ressemblait un petit peu à ces toilettes. Avec des tuyaux partout, un bazar immonde. C'était dans les années, si je dis pas de bêtises, dans les milieu des années 70, début des années 80, quoi. Donc voilà, tout devient compliqué. Enfin, les choses les plus simples chez nous, sur Terre, sur le plancher des vaches, deviennent d'une complexité rare dans l'espace. Alors que peut-être, à l'inverse, il y a des choses qui sont peut-être compliquées sur le plancher des vaches et qui sont beaucoup plus simples dans l'espace. Je pense à certaines positions, mais cumulé, voilà. Le cumulé, par exemple, marcher au plafond, tu vois. Pour le coup, parlez pas en même temps, les garçons. Juste deux noms, Howard Wolowitz. Oui. Je pense que c'était l'ingénieur qui avait inventé des toilettes. C'est le personnage de Big Bang Theory qui a inventé des toilettes dans la série Big Bang Theory. Et Archibald Haddock, parce que c'est quand même lui qui m'a appris que les liquides se mettaient en boule dans l'espace. Oui. Dans Tintin. L'alcool. Il essaye d'embarquer du whisky dans la fusée pour aller vers la Lune. Merci Hervé. Donc voilà, ces toilettes à quand même 23 millions de dollars pour en arriver là. Alors je les trouve quand même, parce que 23 millions de dollars pour faire des toilettes de l'espace, bon ok, c'est très cher, mais du coup je les trouve un petit peu radins pour aller sur la Lune. Ne proposer que 5 millions aux gens pour donner la solution pour aller sur la Lune, quand on est capable de sortir 23 millions pour faire des toilettes, je suis désolé, mais là il y a un problème d'équilibrage, quoi. Si on cumule, si on te donne de l'argent pour faire des toilettes sur la Lune. On faisait 2 heures. C'est vrai. Ça va encore donner du grain à moudre à ceux qui pensent qu'on n'a jamais été sur la Lune, parce qu'ils vont te dire, mais où est-ce qu'ils ont enterré le popo, hein? Où est-ce qu'ils ont enterré le popo? Ouais, voilà, c'est derrière la dune. On va leur dire, c'est derrière la dune, celle qui n'a pas d'ombre. Voilà. Bon, assez dit de bêtises, si vous le voulez bien, parce que quand même, il faut bien le dire, 1h16 d'épisode, bon, on a déjà fait plus long que ça par le passé. N'oubliez pas, si vous nous regardez sur YouTube, de mettre des pouces, de vous abonner à cette chaîne, de partager également cet épisode avec les gens que vous aimez bien, même avec les gens que vous aimez pas d'ailleurs. N'hésitez pas un seul instant à commenter cela également via les réseaux sociaux que vous fréquentez le plus. Faites-vous plaisir. Plus vous ramenez du monde vers les technos, plus les technos se sentent bien. Ils ont envie de encore plus partager les news que nous voyons et que nous scrutons et qui nous intéressent chaque semaine. C'était le cas ici avec Thierry et Sébastien. Encore un mot, si vous le voulez bien, parce qu'autant qu'à faire, un jeu, voilà, on a proposé plein de mots à mettre en commentaire. Adiabatique, je vais y arriver. Adiabatique, ce sera le mot de la fin. Donc n'hésitez pas à le rajouter en commentaire, comme d'ailleurs vous pouvez rajouter des commentaires intelligents si vous avez noté peut-être une imprécision dans nos propos ou que vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas également à le faire, vous êtes évidemment toujours les bienvenus, c'est comme ça que ça fonctionne avec les technos. Passez une excellente semaine, merci à Thierry, merci Sébastien, et on se dit à très bientôt, salut.